Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui dans Paroles de vérité Mathieu Bock-Côté, sociologue, essayiste, chroniqueur et éditorialiste québécois, qui nous a fait l'amitié déjà de débattre dans les colonnes de l'Homme Nouveau ou de répondre à nos questions. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Merci à nouveau de nous faire l'amitié d'être présent dans ces murs. En quelques années, on peut dire que vous vous êtes imposé en France et l'on vous retrouve ainsi, c'est juste un exemple, mais tous les samedis dans les colonnes du Figaro. Alors mon souhait aujourd'hui est de répondre à une seule question en fait. C'est un entretien avec une seule question, mais une question à la fois complexe et simple. Qui êtes-vous Mathieu Bock-Côté? Qui êtes-vous réellement? Pour ce faire, je vous propose en fait que nous suivions une sorte d'itinéraire avec 3 étapes, 3 aspects. Le Québécois en vous, le sociologue essayiste, vous nous direz les termes qui conviennent. Et puis le conservateur, puisque vous vous réclamez d'une pensée conservatrice et vous incarnez également une pensée conservatrice. Alors évidemment, pour nous Français, vous êtes une sorte de cousin outre-Atlantique. Je ne sais pas si le terme d'ailleurs est accepté chez vous. Oui, on l'utilise encore, on l'utilise toujours. C'est une belle manière de nommer notre relation de peuple à peuple. Voilà, effectivement, de peuple à peuple. Alors, qu'est-ce que représente le Québec pour vous? Pour vous, Mathieu Bock-Côté, pas la pensée sur le Québec, mais ce que ça représente pour vous? Alors, c'est le pays que j'ai et que je n'ai pas. C'est-à-dire, c'est le pays auquel j'appartiens par toutes les fibres de mon être. C'est le pays qui est le point d'aboutissement, à bien des égards, de 4 siècles d'Amérique française. Et c'est le lieu où se poursuit l'aventure de l'Amérique française, là où il y a une concentration suffisante de francophones en Amérique, c'est-à-dire autour de 80%, pour que nous disposions de nos propres institutions, de notre propre État. C'est le seul endroit dans le monde où je me sens absolument chez moi. C'est ce que disait René Lévesque dans les premières lignes d'Option Québec, un grand livre dans l'histoire de notre pensée politique. C'est le seul endroit au monde où nous sommes maîtres chez nous, potentiellement. C'est le seul endroit où c'est le lieu à partir duquel je peux me projeter dans le monde à partir d'une expérience historique qui est la mienne, qui donne un sens particulier, je devine, aux questions que je me pose dans le rapport à la philosophie politique, à l'histoire, à la démocratie, ainsi de suite. Donc c'est le pays que j'ai et c'est le pays que je n'ai pas. C'est-à-dire le Québec est un pays encore inachevé, est un pays à 2 moments avorté, c'est-à-dire qui a échoué à 2 reprises son indépendance. C'est un pays qui pour cela, je le porte. Il y a une formule de Serge Quentin, le philosophe, il dit « ce pays comme un enfant ». Et je ne veux pas avoir l'air d'un être exagérément traumatisé ou blessé, mais il y a pour moi pas de... C'est une des pires blessures qu'on puisse avoir que de ne pas avoir de pays, que de ne pas avoir de chez soi, que de ne pas avoir de demeure, que d'être contesté dans son existence même. Ce qui fait que lorsqu'on me dit ici ou ailleurs, vous êtes Canadien, je réagis toujours très brusquement, j'essaie d'être poli, en disant non, Québécois. Alors que paradoxalement, Canadien, c'est l'ancien nom des Québécois. C'est-à-dire au fil de l'histoire, on s'est appelé Français, habitants, Canadiens, Canadiens-Français, Québécois. Et donc c'est une couche profonde de notre identité à certains égards. Mais pour moi, le Québec, c'est le seul lieu au monde où peut se poursuivre cette belle histoire de 4 siècles qui est celle de l'Amérique française. J'ajoute une chose, c'est le pays que je n'ai pas et c'est le pays que je veux me donner. Alors, depuis toujours, je suis un indépendantiste, mon père était indépendantiste, formé dans les années 50, début 60 par des intellectuels, des historiens qui étaient eux-mêmes engagés pour la cause nationale. Et pour moi, la cause de l'indépendance du Québec, c'est la cause qui structure politiquement, peut-être même un peu intimement, qui structure mon existence. C'est la cause sur laquelle je ne pourrai jamais revenir, parce que je suis persuadé que si nous n'avons pas un pays, si nous n'avons pas un pays indépendant, si nous n'avons pas notre propre pays, eh bien nous sommes condamnés à une forme de régression folklorique qui serait un triste destin, une triste fin pour l'aventure de l'Amérique française. En somme, vous ne voulez pas rester dans une réserve française ou francophone? Mais voilà, c'est-à-dire moi, le destin de la réserve ne m'enthousiasme pas. La réserve folklorique charmante, avec ses traditions qu'on sort à certains moments de l'année, parce que c'est jour officiel de tradition et d'identité, ça ne me tente pas. Ce qui m'habite, c'est cette idée d'un pays où nous serons pleinement chez nous, où nous gouvernerons pleinement notre destin, où on aura la possibilité c'est-à-dire de faire nos propres erreurs, c'est-à-dire nos propres bons coups, nos propres mauvais coups, nos propres erreurs, nos propres réussites,
mais où sera une fois pour toutes assuré, sachant que par ailleurs vivre en France en Amérique demeure improbable, où sera enfin assuré, il y aura une forme de socle ontologique, de socle politique, de socle historique à notre existence nationale. Gaston Miron, un de nos poètes, disait à propos du Canada, nous ne sommes pas 25% de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire nous ne sommes pas un fragment d'un autre peuple qui peine jusqu'à reconnaître notre existence. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, pour le Canada, le peuple québécois n'existe pas. C'est une trace folklorique résiduelle d'un temps passé. Eh bien, je n'accepte pas ce destin pour nous. Et à partir de cette condition québécoise, c'est la possibilité aussi de réfléchir aux grands thèmes qui traversent la philosophie politique moderne, c'est-à-dire la question de la nation, de la frontière, de l'appartenance, des liens entre l'identité et la citoyenneté, cette question singulière qui est celle des petites nations. Alors tout ça, ma condition québécoise conditionne naturellement ma manière d'aborder les grands thèmes qui sont ensuite au cœur de ma réflexion politique. Vous avez parlé incidemment ou très rapidement plus exactement là, de votre père et j'avais envie de vous demander, outre le fait qu'il vous a donné la vie, qu'est-ce que vous a transmis plus particulièrement votre père? Ah, tout. C'est un homme... C'est beaucoup quand même. Ah, mais c'est un homme absolument admirable. C'est un homme droit d'abord et avant tout. Il est encore vivant? Oui, bien sûr, j'ai cette chance. C'est un homme qui, devant la tempête, ne céderait pas. On a besoin de 150 hommes comme ça et un pays peut tenir pendant 3 siècles. C'est un homme... Vous pouvez nous le donner? Oui, non, je le garde. mais cela dit, si on trouve le moyen de le cloner, je vous en offre une copie. Mais c'est un homme, donc c'est un professeur d'histoire, histoire de la civilisation occidentale et du Québec, nationaliste au sens que de ce mot chez nous ardent, un indépendantiste qui va de soi, pour qui ça va de soi la question nationale, un professeur qui dans sa classe était un homme de théâtre. Dans sa classe, c'était un professeur absolument exceptionnel, tout le monde était persuadé que c'était un exalté, exubérant, et dans l'intime, c'est un homme assez réservé, un homme assez discret, mais un père généreux qui conjugue et qui a jamais voulu faire la leçon, mais qui incarne par lui-même, je crois, une manière d'être au monde sous le signe de la générosité, de la transmission, de la culture, de l'amour de ses enfants, de l'amour de notre mère qui nous a quittés il y a quelques années. Donc c'est un homme pour qui j'ai la plus grande admiration. Et mon premier livre, je lui ai dédié. Et je crois que chacun de mes livres, en fait, lui a été dédié d'une manière ou de l'autre. De dédicace. En vous écoutant là, dresser son portrait de manière tout à fait à votre façon, d'ailleurs, vivante, exubérante, j'avais l'impression que vous vous décriviez pour une grande partie quand même. Vous avez effectivement beaucoup de lui apparemment. Ah ben, j'en serais heureux. J'en serais heureux, mais je prétendais vraiment parler de lui. C'était pas un autoportrait sous le signe du portrait d'un autre. En fait, c'est un intellectuel. J'ai eu le bonheur, très jeune, et c'est pas un détail, de vivre dans une maison qui était un peu une bibliothèque. Donc, je me promenais, il y avait tout un univers intellectuel qui allait de soi. Souvent, j'allais chez des amis, je me demandais où est la bibliothèque. Et puis là, on me montrait quelque chose, 3 rangées, 2 livres. Et là, je dis non, la bibliothèque. Et j'ai compris un jour que j'avais ce privilège immense de vivre dans une bibliothèque, et sans jamais que ce soit sermonneur. C'est-à-dire, mon père m'a jamais dit, sois un indépendantiste. Mais il m'a jamais dit sois un intellectuel. Il m'a jamais rien dit de tout ça, mais c'était un modèle qui donnait, je crois, envie de... Je sais pas si de l'imiter, mais à tout le moins de poursuivre le type d'existence qui était la sienne. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez pris dans cette bibliothèque et qui vous a marqué? En fait, il y avait des tonnes de livres sur l'histoire du 20e siècle, l'histoire de la guerre, ça me passionnait, mais je me souviens, le premier qui m'a marqué intimement, ça ne vous surprendra pas, c'est Pourquoi je suis séparatiste de Marcel Chaput, qui est un des pionniers du mouvement indépendantiste moderne au Québec. J'avais lu ça, et là j'avais trouvé ça tout à fait convaincant, d'autant que je savais au fond de moi-même que c'était la bonne cause. Vous étiez déjà convaincu? Oui, je crois que ça faisait partie quand même de l'air ambiant. Je suis né en 80, donc mes premiers moments de socialisation politique, c'est un moment où le Québec était très vivant politiquement, où la question nationale était non seulement vivante, mais au seuil de la résolution, du moins on l'espérait. Et donc pourquoi je suis séparatiste, et ensuite toute l'histoire du Québec du 20e siècle, et ensuite du 19e siècle. Donc l'histoire du Québec était l'histoire du Québec et l'histoire de la droite française. Étrange rencontre, mais l'histoire du Québec et l'histoire de la droite française ont été mes 2 modes d'entrée dans la vie intellectuelle, et je demeure très attaché à ces 2 objets d'enquête et de réflexion. Ça explique effectivement le reste de votre existence, enfin, jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Quand on regarde un peu ce qui vous concerne, les indications biographiques qui vous concernent, pour un Français, il y a un terme assez étonnant. On découvre que vous êtes né à Lorraine. Oui, bien sûr. Pour nous, Lorraine, ça renvoie à une région française. Qu'est-ce que c'est votre Lorraine? Alors, c'est une petite ville prospère de la rive nord de Montréal, une petite ville de banlieue nord-américaine,
qui par ailleurs a comme... on a le boulevard de Gaulle, qui est le boulevard le plus important. Ensuite, on a l'avenue Colombé. Oui, effectivement, c'est très marqué. Donc, il y a cet univers. C'est ma ville de naissance, tout simplement. J'y suis très attaché parce que je viens de là, parce que c'est mon univers mental, parce que mon père y habite encore. Quand je retourne à Lorraine, je me sens chez moi, mais c'est aussi, de manière plus large, peut-être plus sociologique, c'est cet exemple du Québec francophone qui a réussi avec la Révolution tranquille, c'est-à-dire classe moyenne, francophone, sûre d'elle-même, qui ne doute pas de leurs droits, qui ne se sentent pas obligées de passer en anglais pour prouver qu'elles sont modernes et sophistiquées. Donc, et d'ailleurs, au temps où la question nationale se posait clairement, ça faisait partie de ces châteaux forts du mouvement nationaliste québécois. Donc, ça demeure pour moi la petite ville où je suis né et où j'aime retourner. Alors, vous êtes sorti de ce château fort et vous êtes le proche chevalier de cette cause indépendantiste. Vous avez eu des engagements politiques militants de terrain, vous avez collé des affiches? Oui, assez jeune. Mais comme je dis, j'étais indépendantiste très tôt, donc il y a une question qui m'obsédait, c'était rejoindre le mouvement souverainiste de manière officielle. Donc quand j'ai eu mes 16 ans, j'ai pris ma carte de membre du Parti québécois, c'était la chose à peu près importante pour moi. Et je me suis engagé au Parti québécois ou dans d'autres mouvements souverainistes. Donc pendant longtemps, je fais ce qu'il fallait, c'est-à-dire les appels le jour de l'élection, coller les affiches, ou plutôt coller les pancartes chez nous pendant la nuit, les nuits du déclenchement des élections. J'organisais des conférences et des conférences, je militais à l'intérieur du mouvement. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout, mais comment dire, c'est un passage dont je suis assez heureux en fait. C'est-à-dire, je trouve que c'est une belle manière d'entrer dans la cité que de le faire sous le signe d'un grand idéal, et un parti politique c'est fait pour ça. Cela dit, au début de la vingtaine, vers 23 ans, donc j'ai abouti au cabinet du chef de mon parti, le Parti québécois à l'époque, Bernard Landry, qui est mort tout récemment, mais qui était... en 2003, le Parti québécois tombe dans l'opposition, je le rejoins comme rédacteur de discours et tout ça, pendant 2 ans environ. Mais à ce moment-là, je comprends que la vie intellectuelle chez moi est plus forte que la vie militante ou la vie politique, et ensuite une série de désaccords, c'est-à-dire sur le fond, je suis un indépendantiste convaincu, mais sur le reste du programme du Parti québécois, beaucoup plus progressiste, beaucoup plus marqué à gauche, j'ai des désaccords significatifs. Donc je me dis que la bonne manière de poursuivre ce travail intellectuel pour moi, c'est désormais en solo, c'est dans la vie intellectuelle, ou alors c'est avec une revue dans laquelle je me suis beaucoup investi, l'Action nationale, plutôt que sous le signe d'un engagement partisan. Mais je conserve la plus grande sympathie pour ceux qui, à 17-18 ans, se disent qu'il n'y a rien de plus important que d'entrer dans un parti pour faire la promotion de l'indépendance du Québec. Pour moi, c'est une belle manière d'entrer dans la vie adulte. Vous avez employé un terme qui est celui de souverainisme, qui, je crois, vous allez me corriger si je me trompe, a été importé de chez vous, chez nous, oui. Peut-être avec moins de bonheur chez nous, ou moins et de succès. Qu'est-ce que c'est exactement le souverainisme? Alors, pour la petite histoire, on disait tout d'abord séparatiste. Séparatiste avait quand même un côté négatif, c'est-à-dire on veut se séparer de l'autre, on ne se définit pas par soi-même. Indépendantiste s'impose ensuite. Indépendantiste, c'est très clair, on veut un pays indépendant. Mais l'indépendantisme des années 60 chez nous était porté vers la rue, porté quelquefois vers la manifestation musclée. Donc quand René Lévesque fonde le Parti québécois en 1968, il veut un terme plus doux, plus enrobé. Et ça va être souverainiste. Donc souverainiste chez nous, ça voulait dire, c'est donc pour l'indépendance du Québec. Et il y avait cette idée d'une main tendue vers le Canada pour une nouvelle entente une fois qu'on serait un pays souverain. Et donc, souverainiste, indépendantiste, séparatiste sont des termes interchangeables, mais celui qui l'utilise en dit beaucoup sur... Donc, si je dis vous êtes un séparatiste, je devine que je vous insulte. C'est-à-dire, si je dis vous êtes un indépendantiste, normalement, quand on est un indépendantiste, on le dit dans cette manière-là, c'est une manière de dire je ne dévierai pas, telle est ma conviction. Souverainiste, c'est le terme convenu pour dire nous voulons que le Québec devienne un pays. En Europe, évidemment, le terme a une autre signification, c'est la volonté de rompre ou à tout le moins de se dégager de la contrainte européenne. Paradoxalement, souvent les souverainistes québécois ont souhaité bâtir une relation à l'européenne avec le Canada. Mais on se disait que ce serait une relation de pays d'égal à égal, donc ça n'avait pas la même signification. Mais vous savez, il y a beaucoup de termes comme ça des deux côtés de l'Atlantique qui n'ont pas la même signification. Nationaliste. Nationaliste, chez nous, c'est plutôt banal. C'est-à-dire, c'est pas très engageant comme terme. C'est simplement Québec d'abord. Mais c'est pas un méchant, alors. C'est pas du tout. Un nationaliste, c'est quelqu'un de fréquentable. Fondamentalement, c'est quelqu'un qui aime le Québec.
Ici, ça veut dire autre chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Souverainiste, de la même manière. Donc, il y a toute une série de termes comme ceux-là qui donnent l'impression qu'on parle de la même chose, alors qu'ils sont inscrits dans des cultures politiques très différentes. C'est effectivement très intéressant ce que vous dites là, parce que longtemps j'ai eu l'impression, vu de France, et pour la France, que le terme souverainisme, ou souverainiste plus exactement, était employé un peu comme un j'allais dire un cache-sexe, pardon de l'image, mais pour remplacer le mot nationaliste, qui avait mauvaise presse chez nous, mais que derrière le terme souverainiste, il y avait la même, la même idéologie que celle de l'idéologie nationaliste. Je dirais que dans le cas français, il y a aussi derrière le mot souverainiste l'idéologisation de ce qui était autrefois un acquis de la culture politique, c'est-à-dire l'indépendance de la France. Et on a idéologisé la volonté de reconquérir cette indépendance, soit perdue, soit encadrée par le dispositif européen. Donc le mot souverainiste en est venu à dire, j'ai l'impression en France, d'abord tout la France doit être absolument maîtresse d'elle-même sans être soumise à l'organisation européenne, disons ça comme ça. Mais oui, je devine que le mot nationaliste, rares sont ceux qui le revendiquent ici, et je peux comprendre, il y a une toute autre histoire, une toute autre signification. Ce qu'on doit faire, cela dit, c'est toujours être attentif pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on traverse l'Atlantique d'un côté comme de l'autre pour éviter des tranches quiproquos. Alors si vous voulez bien, je souhaiterais qu'on retraverse effectivement l'Atlantique et qu'on mette nos pieds en quelque sorte dans la neige québécoise. Et comme je souhaite que cet entretien que vous nous accordez, que vous faites l'amitié de nous accorder, ait un côté personnel, on l'aura compris. J'aimerais savoir si vous vous souvenez, ou quels sont vos souvenirs de la tempête de neige de janvier 1998. La crise du verglas? Ah oui, chez nous, ça verglas. s'appelle la crise du verglas. Alors, c'est particulier. Comment est-ce que vous l'avez vécu? La crise du verglas, c'est très particulier. Je m'en souviens très bien. J'étais dans une simulation parlementaire à Québec, parce qu'on apprenait, on s'improvisait député pour quelques jours. Et alors là, ce sera une confession, mais une vraie, amusante. C'était la crise du verglas, et c'était donc une espèce de foutoir incroyable. Il y avait le triangle où il n'y avait absolument pas d'électricité. Il y avait des endroits où c'était pas accessible. C'était véritablement, le Québec était assiégé par les éléments. Et pendant ce temps, au Parlement étudiant, ou au Forum étudiant, j'étais sous le charme d'une jeune fille que je voulais à tout prix séduire. Donc j'oubliais complètement, je savais qu'aux alentours, il y avait la crise du verglas, mais mon souvenir de cette crise, c'est cette jeune fille que je trouvais si belle qu'elle me faisait oublier l'ensemble de la vie politique. Pas politique, dans ce cas-là, l'ensemble des éléments climatiques. Je n'avais d'intérêt que pour son regard. Et pour le reste, je dis oui, ça compte, mais c'est secondaire. Et j'espérais que ça dure quelques jours de plus pour avoir quelques jours de plus avec elle à Québec. Comme quoi, quelquefois, on n'est pas toujours attentif au collectif et on se laisse déterminer par d'inavouables passions. Mais ça a quand même duré quelques jours, cette histoire. Alors, est-ce que vous avez eu un jour, pour la France, c'est un peu le regard que vous avez eu pour cette jeune fille? Depuis toujours. La France, alors il y a une ou deux générations, la France était encore vue, pensée, vécue comme la mère patrie pour bien les Québécois. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qui va un peu de soi pour moi. C'est-à-dire, je vous parlais de mon père tantôt, à la maison, on avait tous les magazines français disponibles. La France faisait partie de la bibliothèque familiale, de notre univers mental, une forme de grand respect pour certaines figures de l'histoire française, de Gaulle, Aron, et ainsi de suite, qui étaient vraiment au cœur de l'univers intellectuel de la maison. Donc j'ai toujours eu pour la France une forme de passion. Je la voyais comme un peu à la manière de la mère patrie, c'est-à-dire, ou à tout le moins, le lieu de nos racines les plus profondes. Et il y avait à la fois une dimension personnelle, j'aime ce pays profondément, j'ai tout de suite su que je l'aimais. Et j'ai donc passion pour sa littérature, pour son histoire, pour sa vie politique, pour sa vie intellectuelle, et aussi une dimension bêtement politique, c'est-à-dire le jour, qui ne viendra peut-être pas, mais je crois qu'il viendra, où le Québec va vouloir faire son indépendance, il va avoir besoin d'un allié. Et le seul allié que nous ayons finalement, le seul pays qui sait que nous existions finalement, c'est la France. Et c'est encore le cas aujourd'hui? Je crois. Sur le fond, peut-être pas avec Emmanuel Macron, mais sur le fond des choses, peut-être il y a encore un peu de pédagogie québécoise à faire, mais il y a des liens si profonds qui unissent nos deux pays, que le jour où le Québec dira « on y va », eh bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir... La France sera au rendez-vous. À tout le monde, elle a toujours été jusqu'à présent. Si en 95, on avait fait le référendum à Paris, on l'aurait gagné à 90%. On l'a fait au Québec. Mais, vous savez, la cause du Québec a su réconcilier en France Rocard et Chevènement.
Juppé et Séguin. C'était des figures qui ne s'entendaient sur rien, sauf sur l'essentiel, de notre point de vue, c'est-à-dire le droit du Québec à disposer de son destin. Donc c'est à la fois une passion personnelle. Chaque fois que je mets les pieds ici, puis c'est aussi, c'est bête à dire, mais c'est un espace d'oxygène intellectuel. Qu'on le veuille ou non, il y a une différence entre vivre dans une petite nation et mettre le pied dans ce qui demeure quand même une des grandes civilisations, une des grandes nations, mais en fait une des portes d'entrée dans la civilisation occidentale. Paris, la France, c'est un tout autre monde. Et pour nous, Québécois, et pour moi à tout le moins, ça demeure le lieu de justement cet oxygène intellectuel absolument nécessaire. Quand est-ce que vous avez mis le pied en France pour la première fois? Assez tardivement, en fait. À 24 ans, dans le cadre d'un colloque, un universitaire ne se refait pas. Donc pendant longtemps, je venais d'un colloque à l'autre. Et ensuite, pour différentes raisons, une fois sans savoir qu'il y en aurait une deuxième très rapidement, et la deuxième fois me disant que la troisième ne viendrait pas trop tard, et là ensuite, maintenant, je viens très très souvent, comme vous le savez. Là, maintenant, vous avez vos quartiers d'hiver, vos quartiers d'été, vous êtes fréquemment. J'y suis souvent, alors je viens très souvent en France, mais j'y viens toujours avec un billet de retour. C'est-à-dire, je n'ai pas la prétention de m'y installer de quelque manière que ce soit. Je viens toujours à la manière d'un étranger, ou à tout le moins d'un membre de la famille éloigné, qui est absolument honoré de l'accueil qu'on me fait, mais qui n'a jamais la prétention d'en parler de l'intérieur. C'est-à-dire, même si je me passionne personnellement à la manière d'un Français quelquefois pour vos querelles, pour votre vie intellectuelle, pour votre vie politique même quelquefois, même très souvent, je n'ai pas la prétention d'être... Enfin, une naissance n'est pas une prison, c'est l'occasion d'être au monde, mais ma naissance est québécoise. Cela dit, j'ai une passion française qui ne cesse pas. Et d'ailleurs, vous êtes invité sur tous les plateaux de télévision, dans tous les studios de radio, et on vous pose beaucoup de questions sur justement votre regard sur ce qui se passe en France. Oui, mais ça, je crois que c'est une des forces des grandes nations que de solliciter le regard des étrangers, parce qu'elle elle a la force, justement... Vous croyez que c'est une force? Ah oui, je pense qu'à certains égards, c'est qu'il faut être sûr de soi pour demander ensuite aux Polonais de passage, aux Portugais, aux Québécois, peut-être même aux Canadiens anglais, qu'est-ce qu'ils pensent finalement du pays. Alors que vous savez, quand on est d'une petite nation comme le Québec, et là-dessus, j'ai les réflexes des miens, quand de l'étranger, on vient nous féliciter, puis nous dire qu'on est beau, puis qu'on est gentil, on aime ça, mais quand on se mêle de nos oignons pour nous dire autre chose que ce qu'on voudrait entendre, on le prend mal. Et c'est oui, mais c'est une forme de réflexe naturel. C'est-à-dire, moi, quand De Gaulle dit « Vive le Québec libre », je dis « Mais c'est merveilleux ». Et quand un président américain dit « Vous devriez rester dans le Canada », je me dis « De quoi il se mêle ?» Alors, c'est une forme de réflexe naturel de petites nations qui... C'est le propre des petites nations. Elles sont à la fois... Elles ont un privilège, c'est-à-dire elles ont la conscience de leur singularité, leur identité est fragile, et pour cela, elles savent qu'elles doivent la poursuivre, mais elles sont hantées par la possibilité de leur disparition, donc elles peuvent facilement se braquer en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? On se mêle de nos affaires. » Alors, cela dit, donc en France, on m'invite non seulement pour parler de ma cabane au Canada, comme on disait autrefois, mais pour commenter, pour réfléchir à ce qui se passe en France. Mais j'ai cette idée, j'ai ce sentiment que ce qui se passe en France ne se passe jamais seulement qu'en France. La France demeure un de ces pays sur lequel l'ensemble de la planète a les yeux rivés pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays qui est source d'inspiration depuis très longtemps. Alors, je suis toujours très heureux d'être accueilli à la table, mais toujours surpris. En fait, vous êtes un baume pour les Français, parce que vous êtes en train de leur dire qu'ils sont encore importants et qu'ils ont une influence dans le monde, alors qu'ils le vivent, eux, avec la pression exactement inverse. Mais ils le sont. Il faut se rappeler 2003, la question de la guerre d'Irak, c'est quand même essentiel. C'est-à-dire, si l'Allemagne ou l'Italie avaient décidé d'incarner l'opposition à l'opération de Bush, elle n'aurait pas eu cette puissance fédératrice. Il fallait que ce soit la France, qui est l'autre grande puissance à prétention universelle dans le monde occidental, qui pouvait incarner ce refus. Je trouve qu'il y a, et par ailleurs, la France demeure, je crois, sur le plan littéraire, mais aussi dans sa capacité à avoir une vie intellectuelle au cœur de la cité, ça demeure pour moi non seulement, je dirais peut-être pas un modèle, mais à tout le moins un exemple dont on peut s'inspirer de bien des manières. Regardez dans la question de la laïcité aujourd'hui, ou plus largement de l'identité. Le monde anglo-saxon fonctionne au multiculturalisme obligatoire, et il regarde la France avec perplexité, c'est-à-dire à la manière d'une union soviétique des minorités, qui s'obstinerait à ne pas se plier au modèle lumineux de la tolérance anglo-saxonne. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. La France est un contre-modèle, elle incarne un autre rapport aux politiques, un autre rapport à l'histoire, un autre rapport à l'identité, un autre rapport au mode de vie, à l'art de vivre. Et je trouve que pour un Québécois, c'est un privilège immense, quand on est pris en Amérique du Nord, de pouvoir se tourner vers la France en disant « Nous avons quelques liens intimes avec ce pays ».
Et il peut servir, dans ce cas-là, pour nous, ça peut être une source d'inspiration intellectuelle et identitaire pour nos propres combats. Vous êtes, par certains égards, vous êtes quand même plus français que les Français. Je le prends comme un compliment. C'est un compliment. J'aimerais qu'on passe à un autre aspect de votre vie, bien que tout soit lié en vous, mais enfin, me semble-t-il. Là encore, souvent, dans les biographies qui vous sont consacrées, on parle de vous comme d'un sociologue. Alors pour moi, un sociologue, c'est quelqu'un qui est un maître dans cette science sociale, laquelle prétend interpréter la réalité sociale et souvent change en fait notre regard sur cette même réalité sociale. Et j'aimerais savoir ce qu'il y a de sociologue en vous, quelle est la part du sociologue vraiment en vous. Je vous vois bien comme un essayiste, mais... D'abord, tout mon parcours universitaire, c'est peut-être un détail, mais ça ne l'est pas. Ma maîtrise et mon doctorat, maîtrise et doctorat, je les ai fait en sociologie. Et pour moi, la sociologie, c'est... alors ça demeure... Pardonnez-moi. Pour moi, la sociologie demeure cette ambition intellectuelle, appelons ça, de comprendre comment, dans la modernité, nous n'avons plus l'illusion, ou à tout le moins, nous n'avons plus la conviction que nos sociétés sont des faits naturels. Mais quelle est la différence avec le philosophe, là ? Le philosophe a une prétention normative. Alors moi, j'ai une prétention normative comme citoyen, mais je ne prétends pas élaborer un savoir à prétention normative. Le propre de la sociologie, je crois, c'est de chercher à expliciter alors vous me pardonnerez, je vais jargonner pendant un instant, mais les modes de production de la société, c'est-à-dire comment une société se construit, quels sont les processus, quelles sont les dynamiques qui la constituent. Et moi, en sociologie, par ailleurs, la sociologie est un vaste empire qui peut parler de tout, mais d'absolument tout. Moi, ce qui m'intéresse en sociologie, c'est la sociologie politique pour l'essentiel, la sociologie qui s'intéresse au principe de légitimité politique. La question qui me hante, et de ce point de vue, je la traite à la fois en philosophie, en sciences politiques, en sociologie, c'est la question de la légitimité politique. Comment se constitue le principe de légitimité dans nos sociétés? Qu'est-ce qui permet de construire un espace public, tracer des frontières, distinguer ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est respectable, ce qui ne l'est pas, ce qui est sulfureux, ce qui est humaniste? Bon, c'est une question qui me hante depuis toujours. Comment se constitue ce principe de légitimité? Comment il se maintient? Comment il trace autour de la cité un périmètre dont on peut, si on en sort, on devient un paria? C'est la question qui depuis longtemps m'obsède. Je trouve que la sociologie, mais à la manière de Raymond Aron, qui nous écrit les étapes de la pensée sociologique. Je n'ai pas à vous pardonner. Alors, qui dans les étapes de la pensée sociologique, avec Montesquieu, mais avec d'autres, avec Pareto, nous invite à réfléchir justement à ce qui permet une cité de tenir. Comment s'organisent les... Par exemple, moi je tiens pour acquis qu'il y a une forme de fracture fondamentale au cœur de toute société. Il n'y a pas de réconciliation fondamentale possible sur cette terre. Il n'y a pas de cité réconciliée, de cité parfaite, de cité achevée. Il n'y a pas de transparence dans la cité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Simplement, c'est le fait c'est ce que Weber appelle le polythéisme des valeurs. C'est la guerre des dieux. Fondamentalement, il y a une rupture. Les hommes ne sont pas faits pour se réconcilier. Ils peuvent s'entendre, mais ils ne s'entendront jamais une fois pour toutes sur des fins dernières. Dès lors, la sociologie politique permet de comprendre comment se constitue, par exemple, dans une société, au-delà des différences, au-delà des divergences, au-delà des fractures de fond, comment se constitue néanmoins une communauté, comment se constitue néanmoins la possibilité de vivre ensemble, de constituer un monde commun. Donc, comment se constitue un monde commun? Au nom de quoi le constitue-t-on? Au nom de quoi fonde-t-on une autorité? Au nom de quoi peut-on obéir? Quels sont les pôles qui structurent la vie publique? Quelles sont les passions qui sont mobilisées? Ça, ce sont des questions qui m'obsèdent. Et à travers la sociologie, je trouve, traiter ces questions-là quitte à les rendre intelligibles ensuite dans le débat public. Mais pour moi, la sociologie, c'est cette porte d'entrée. Cela dit, je ne sacralise pas les distinctions en sciences sociales. Elles ont souvent, pour moi, beaucoup plus de valeur administrative qu'intellectuelle, c'est-à-dire entre la sociologie, la philosophie, la science politique, l'ethnologie. Finalement, quelqu'un qui fait un véritable travail intellectuel va piger dans tout ça, et à terme, parce qu'il enseigne dans un département plutôt qu'un autre, on lui colle une étiquette plutôt qu'une autre. Mais la sociologie comme projet intellectuel qui vise à expliciter comment nos sociétés se constituent et fonctionnent, ça me semble être un projet passionnant. Quand même très marqué par le vocabulaire que vous avez employé pour dire votre passion finalement pour cette démarche sociologique et cette réflexion que vous menez sur la légitimité. Vous
vous avez parlé, vous vous êtes dit, je suis hanté, je suis obsédé. Enfin, vous recourez à un vocabulaire, j'allais dire psychologique quasiment. Oui, mais ce sont des questions qui ne m'ont jamais quitté. Il y a quelque chose d'existentiel là. Ah ben oui, par définition, je pense qu'on ne se mêle pas de la question du politique sans qu'il y ait une dimension existentielle d'une manière ou de l'autre. Et je ne crois pas... Je suis toujours méfiant, pour ne pas dire moqueur tout à la fois, devant ces esprits très idéologiques, mais qui ne le savent pas qu'ils le sont, et qui ont une prétention scientifique incroyable. Ensuite, on est en débat avec eux, ils nous disent la science nous dit, la science nous dit, la science nous dit, et ils ne voient pas que la science chez lui est un principe de légitimité, justement, pour faire taire des discours concurrents qui n'ont pas la même prétention à la vérité scientifique. C'est-à-dire, moi, je pense que les sciences sociales, on doit écrire le mot science avec des guillemets. On est dans des disciplines qui sont sous le signe de la rigueur, oui, la rigueur intellectuelle la plus grande, si possible, mais qui n'ont pas la même valeur scientifique que les sciences de la nature, les sciences de la vie, pour le dire ainsi. Mais oh non, les questions qui me hantent, mais ça, c'est pas sans lien avec mes convictions politiques ou philosophiques propres. C'est-à-dire, vous l'avez évoqué tantôt, je me présente comme conservateur. Pour moi, c'est la question qui traverse l'histoire de la modernité. C'est-à-dire, comment dans un monde qui a tendance à se définir comme un flux insaisissable, qui tend à déconstruire tout le déjà là, pour nous dire que on vit dans un monde déconstruit, reconstruit, on ne devrait jamais tenir à notre demeure parce qu'elle n'est que passagère, parce que le monde que nous habitons changera inévitablement et rien de tout cela ne peut durer. Eh bien, ce rapport au monde m'inquiète. Je suis de ceux qui tiennent à avoir une demeure et je pense que le propre du politique, c'est de constituer une cité qui permet tout à la fois de conjuguer la durée et ensuite les changements inévitables de l'existence. Là, c'est pareil, vous êtes inquiet. C'est une réelle inquiétude de type personnel, existentiel, qui peut s'appuyer ensuite sur une démarche de type rationnel et politique, mais qui est vraiment... Je n'ai pas sans lien avec ma québécitude, hein. C'est-à-dire je suis d'un peuple dont l'existence est perpétuellement remise en question. À la fois par son adversaire historique, le Canada anglais, qui nous explique que nous ne sommes rien, que nous ne sommes finalement qu'un groupe, selon la formule de Lord Durham, un peuple sans culture ni littérature, condamné à l'insignifiance. Si nous pouvions devenir des Britanniques comme eux, au moins nous serions élevés dans l'échelle de l'humanité. Merci. Donc un peuple mis en question dans son droit à exister, un peuple qui doute lui-même de sa propre légitimité, parce que se demandant toujours est-ce que ça a du sens de poursuivre l'aventure d'une nation de langue et de culture française en Amérique? Est-ce que ce serait pas plus simple de se laisser dissoudre dans l'Amérique? C'est ce que Jean Boutillette, un de nos grands écrivains, appelait la tentation de la mort. C'est-à-dire le peuple québécois est hanté par la tentation de la mort, cette idée que cette identité, elle ne nous donne pas accès au monde, mais elle nous enferme dans un ghetto. Cette idée que notre identité serait un fardeau. Il y a une formule, mais d'un grotesque affligeant au Québec, pour un compliment qu'on fait à des gens, on leur dit « vous parlez anglais sans accent ». Et ça, c'est le plus beau des compliments. Et là, moi, je me demande toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire parler anglais sans accent? Ça veut dire de parler comme à New York, à Chicago, à Londres, à New Delhi, à Canberra, à Auckland. Et là, on comprend ce que ça veut dire. C'est que vous parlez anglais de manière à ce qu'on voit la trace québécoise est disparue. Vous parlez tellement bien anglais qu'on ne voit plus que vous êtes québécois. Ça, c'est la tentation de la mort chez nous. Donc, l'arrière-fond existentiel de mon questionnement sociologique et philosophique, oui, c'est pas sans lien avec cette peur de voir mon peuple se dissoudre dans l'histoire sous le signe de l'insignifiance. Vous pouvez rapporter ça plus largement sous le signe de... Je crois que c'est une angoisse de civilisation. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde très particulier où la civilisation qui est la nôtre doute d'elle-même profondément. Elle ne se croit plus en droit de poursuivre son aventure et elle s'imagine progresser lorsqu'elle se déconstruit. N'ayant pas ce pli psychologique qui m'amène à croire que c'est en m'annihilant que je progresse, eh bien, j'ai tendance à m'inquiéter aussi de ce sentiment que notre civilisation elle-même est en train de se dire non elle-même, qu'elle est hantée par elle est hypnotisée par la possibilité de sa propre mort ou de sa propre dissolution, croyant par là faire un cadeau immense au monde, sa propre disparition, nous pourrions essayer de livrer le monde du mal. Je n'habite pas cet univers mental. Est-ce que votre œuvre d'essayiste et de sociologue, la critique par exemple que vous faites du multiculturalisme, est-ce que votre ambition c'est, pour le résumer dans une formule, de déconstruire les déconstructeurs? Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire, on a la déconstruction qui
à mon avis, aboutit au nihilisme. C'est-à-dire cherche à nous ramener au magma originel. On le voit dans la théorie du genre, notamment. C'est-à-dire, on dit le masculin et le féminin n'existe pas, on va le déconstruire, et à terme, on en arrive à quoi? Une forme de magma originel, de flux insaisissable, d'identité ne se définissant que par l'insaisissable et l'impossibilité de l'instituer. Autrement dit, pour moi, c'est la négation de tout ce qui fait l'humanité. Donc oui, déconstruire les déconstructeurs, et révéler surtout que les déconstructeurs ne sont pas d'honnêtes et pieux scientifiques, mais en fait des idéologues qui font un travail de destruction sans même s'en rendre compte. Ou quelquefois en s'en rendant compte. Et quelquefois en s'en rendant compte, évidemment. En vous écoutant, là, je me demandais quel était l'étudiant que vous avez été, justement, et quel professeur vous êtes, en fait. Ça doit être quelque chose d'assez étonnant, non? Comme étudiant, alors c'est très particulier. Quand j'aimais un cours, je m'y vouais absolument. J'étais l'étudiant, on dirait chez nous fatigant, mais c'est quoi le terme ici? Agaçant ici, qui lève la main toujours pour poser une question. Le bon élève du premier rang. Oui, mais plus encore, qui pose une question, qui en profite pour faire une dissertation. Je devais être insupportable de ce point de vue. J'ai connu ça, effectivement. Mais bon, je crois que j'étais pas un mauvais étudiant de ce point de vue, mais j'étais assez studieux, c'est-à-dire, mais quand j'étais dans un cours que je n'aimais pas, ça je m'en souviens très bien, alors là je lisais autre chose dans le cours. Quels sont les cours que vous n'aimez pas? Alors je me rappelle d'un cours, non pas à cause de la matière, parce que la philosophie grecque est passionnante, mais le professeur l'était beaucoup moins. Et je me rappelle avoir découvert l'œuvre de Kundera pendant la session, avec grand bonheur, parce que donc je lisais la matière du cours, je lisais les textes au programme, mais le professeur, j'y parvenais pas. Donc je me présentais au cours et je lisais pendant... parce que je voulais être là. Mais sinon, je lisais beaucoup. C'est au cœur de mon existence. Et vous continuez à lire beaucoup? Oh oui, je ne pourrais pas faire autrement. Et pour ce qui est de l'enseignement, j'essaie de ne jamais oublier. En fait, ça m'est plutôt naturel que pour moi, tout enseignement a une part théâtrale. C'est-à-dire, je n'aime pas du tout l'enseignement standardisé d'aujourd'hui avec des PowerPoint et puis un truc standardisé où on doit faire la liste des 5 points, point A, point B, point C. Ça m'ennuie au possible. Un professeur, pour moi, doit mettre en scène, c'est plus facile en sociologie ou en histoire qu'en physique ou en chimie, j'en conviens. Mais il doit mettre en scène de manière vivante ce qu'il la matière qu'il veut transmettre, et lorsque j'en ai la possibilité, lorsqu'un cours le permet, c'est ce que j'avais fait notamment dans un cours il y a quelques années sur le nationalisme, je commençais le cours chaque fois avec une page de la littérature française qui référait au thème du cours. Et je disais toujours aux étudiants, ce qu'on vient de lire là est infiniment plus intéressant que ce que je vais vous dire dans les 3 prochaines heures, mais néanmoins, donc écoutez quand même, mais rappelez-vous que si vous avez tout oublié, n'oubliez pas cette page, n'oubliez pas qu'elle existe, elle vous en dira davantage sur ce que je vais vous dire que l'ensemble, tous les savoirs produits par les sciences sociales. Donc des pages, oh mon Dieu, ça c'était toujours des grands bonheurs, d'ailleurs, commencer le cours. Puis souvent, je commençais aussi le cours en présentant 10 ouvrages sur le thème. C'est-à-dire, voilà, quand on aurait terminé la leçon, tournez-vous vers ces livres-là, puis des livres de vraiment de toutes les tendances. Je m'interdis, on n'est pas des robots, mais je m'interdis de transformer ma classe en lieu de propagande. C'est-à-dire, mon travail, ce n'est pas de faire la promotion de l'indépendance, du conservatisme, du nationalisme. Les convictions sont avant la classe, pendant la pause et après la classe. Mais quand on enseigne, notre travail n'est pas un travail d'endoctrinement, et il n'y a pas plus beau compliment qu'on peut me faire lorsque l'étudiant vient me voir en me disant « Monsieur, on me disait que vous étiez très souverainiste, mais ça paraît pas. » Ah ben, merci beaucoup, j'en suis très heureux. Maintenant, allons parler de l'indépendance. Est-ce que vous mettez en scène votre arrivée dans une salle de cours? Non, ça va pas jusque-là. J'arrive le premier, ça, inévitablement. Je suis 45 minutes en classe avant. Et là, j'ai mes bouquins qui sont sur la table. Et là, mais je suis là, puis je salue chacun des étudiants qui entrent. À chacun ses petits rituels. Mais j'arrive pas à la manière de professeur fou avec, avec une toge ou une pipe ou une cape ou ainsi de suite. Non, je suis là. Pas de mise en scène, Non, mais j'attends mes étudiants avec les bouquins, cela dit, et je les invite toujours à venir ensuite fouiller à la pause, regarder là-dedans, vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous intéresse. Les bouquins devant vous, c'est un de vos côtés Finkielkraut, là aussi? Ah ben oui, on m'a quelquefois fait la remarque, d'aussi loin que je me souvienne. Je me rappelle, j'étais à l'école secondaire, je me trimbalais avec une valise, avec une mallette dans laquelle j'avais toute une série de livres. Donc je n'avais pas tous les lire dans la journée, mais je ne savais pas lequel je voulais lire à quel moment. Donc j'étais cet étudiant un peu tronche qui se promenait avec sa mallette remplie de bouquins. Et je me rappelle une fois avoir perdu cette mallette, j'étais bouleversé, on l'avait retrouvée 3 jours après. Pour moi, c'était mon Dieu merveilleux, alléluia, j'ai retrouvé ma mallette, j'ai retrouvé mes bouquins.
Merveilleux. Vous enseignez où aujourd'hui? À HEC Montréal. Donc, je donne un cours essentiellement de sociologie, histoire du Québec. Donc, c'est une manière d'introduire dans le pôle de culture générale, finalement. Et sinon, j'ai enseigné au fil du temps à l'Université de Sherbrooke. Et je fais évidemment, ça, au-delà de l'enseignement formel, des tonnes de conférences. J'ai aussi enseigné à l'Université du Québec à Montréal. Mais bon, c'est une vie universitaire. Un pied dans l'université, un pied dans l'espace public. Alors justement, l'espace public, c'est une transition merveilleuse, puisque là, je voudrais aborder le côté conservateur de Mathieu Bock-Côté. Et dans un livre consacré aux Québécois, bien aux Québécois et pas aux Canadiens, le journaliste Jean-Michel Demetz, je crois ancien journaliste de l'Express et du Monde, parle de vous. Il parle de vous à quelle occasion? Tout simplement dans un chapitre qui s'intitule, dans une partie de chapitre qui s'intitule Virage à droite, feu sur le politiquement correct. Donc on voit déjà que le terrain est dessiné. Et il parle d'un renouveau populiste qui ose désormais, dit-il, se réclamer du conservatisme. Et voilà ce qu'il dit de vous. Le jeune sociologue Mathieu Bock-Côté, né en 1980, s'est fait l'apôtre prolixe dans ses essais et ses chroniques quotidiennes du Journal de Montréal. Il le propose comme citation, un regard critique sur la modernité québécoise, ouvrez guillemets encore, une manière de se mettre à distance de l'héritage de la Révolution tranquille, coupable à ses yeux d'avoir cru que son utopisme technocratique suffirait à s'imposer comme projet politique. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description qui visiblement repose sur des citations de vous? À moitié. À moitié parce que si je suis critique de certains aspects de l'héritage de la Révolution tranquille, je ne la condamne pas, je ne la révoque pas, je m'en réclame en fait. La Révolution tranquille, pour moi, c'est quand même un moment où le peuple québécois a décidé d'essayer de devenir maître chez lui. Et si on peut faire le procès de certaines dérives de la Révolution tranquille, notamment sa passion technocratique, si on peut regretter, et c'est mon cas, qu'on ait rejeté exagérément tout le passé pré-1960 en l'associant à une forme de grande noirceur, alors qu'il y avait dans ce passé, d'abord et avant tout, un peuple ne se refonde pas sur la table rase, mais il y avait aussi des éléments là-dedans qui contribuaient à la formation, à la définition de notre identité. Donc la Révolution tranquille, moi, ça demeure un moment essentiel de notre histoire, mais je refuse, cela dit, d'associer ce qui la précède à la grande noirceur, pour le dire dans le vocabulaire de chez nous. Mais pour le reste, oui, je suis assez sévère envers la dégénérescence technocratique de notre société, envers l'incapacité à assumer un passé qui n'était pas strictement honteux. Cette tentation qu'ont eu les Québécois de faire table rase, ça, je suis assez sévère avec ça, mais c'est mon rapport à la modernité qui joue aussi avec ça. C'est-à-dire, je ne condamne pas la modernité en elle-même. Je suis ce que je veux dire un moderne sceptique. C'est-à-dire que je crois que c'est notre époque, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut l'accepter, c'est notre temps et pour longtemps. Donc à partir de là, ce qu'il faut refuser, sur le plan intellectuel à mon avis, c'est de donner son âme à la modernité. C'est de dire que finalement, elle nous définit intégralement dans tous les plis de notre être. Je pense qu'une part de l'homme ne se laisse pas réduire dans les catégories de la modernité, une part de l'homme ne se laisse pas digérer par la modernité. Donc l'idée, c'est de rappeler cette permanence anthropologique, cette permanence existentielle, dans le cadre de l'époque qui est la nôtre. À la québécoise, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut assumer l'héritage de la Révolution tranquille, il faut le faire aboutir. Politiquement, ça veut dire faire l'indépendance du Québec. C'est assumer, mais restaurer ce que René Lévesque avait très bien vu, la continuité historique, c'est-à-dire il faut retrouver nos racines les plus profondes, il faut renouer avec elles, il faut se rappeler que nous sommes un peuple qui n'est pas né en 1960, mais qui est né en 1608 en fait, avec Champlain qui fonde Québec, on pourrait même dire 1534 avec Cartier qui découvre, comme on disait, le Canada. Donc pour moi, cette longue histoire doit être assumée, et même l'histoire du catholicisme au Québec, qui est une histoire difficile, c'est une histoire avec laquelle nous devons renouer, ne serait-ce que sur le plan culturel, parce qu'à travers le catholicisme, pendant longtemps, le catholicisme a été, oui, étouffant, mais il a été aussi une porte, un mode d'accès au monde, un mode d'accès à l'universel. C'était pour nous le théâtre de la beauté. J'imagine la condition de tous ces paysans canadiens français. Je pense à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, qui travaillaient de manière dans un monde très très difficile, et la seule beauté à laquelle ils avaient accès, au-delà des joies de la famille, c'était le dimanche à l'église. Il y avait quelque chose là-dedans, l'église physiquement, mais au-delà de ça, le chant. C'était un univers mental qui leur permettait de sortir quelquefois de la part aliénante de la vie quotidienne. Donc le catholicisme doit être réintégré
à tout le moins à la manière d'un moment important de notre histoire, sans pour autant croire qu'on va soudainement s'y reconvertir à nouveau. Ça, c'est une décision personnelle qui relève de chacun. Mais c'est un moment de notre histoire, c'est une part de notre histoire qu'on ne doit plus diaboliser comme on a trop tendance à le faire. Pour ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas, qui connaîtraient pas exactement l'histoire du Québec, la Révolution tranquille, donc c'est les années 60, et se fait quand même vous allez me corriger si je me trompe, en grande partie justement contre cette mainmise cléricale, cette pesanteur cléricale sur la société québécoise. Oui, alors l'Église était très pesante. Je vous résume ça d'une formule, mais qui traîne dans la culture populaire. C'est monsieur le curé qui fait la tournée des popotes, la tournée des maisons, et là il va dire « Madame Tanguay, félicitations pour votre 14e enfant, merci monsieur le curé, à quand le 15e? Monsieur le curé, là c'est plus possible, j'ai plus la force. Ah bon, vous êtes devenue mauvaise chrétienne! » Et dimanche, en chair, on dénonce Madame Tanguay qui est devenue mauvaise chrétienne. Ça fait partie un peu, donc c'est une légende, c'est une caricature évidemment, mais c'est une image qui est restée, oui, qui révèle cette part réelle des excès du cléricalisme québécois de ces années-là. Donc il y a eu, mais pour moi la Révolution tranquille, oui, il y a se dégager des excès de l'Église, mais c'était aussi et surtout, c'est le slogan des élections de 1962 chez nous, mais c'est un slogan qui a marqué l'histoire, c'est maître chez nous. Maître chez nous. Nous allons cesser d'être, selon la formule de Félix Leclerc, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur en son propre pays. Nous allons devenir maîtres chez nous, nous allons avoir notre propre pays. Et pour moi, la Révolution tranquille, dans sa meilleure part, c'est cette volonté qu'ont les Québécois de devenir maîtres chez eux. Ensuite, il y a toutes les autres dimensions qui sont essentielles, mais voilà pourquoi je demeure fidèle à la Révolution tranquille, parce qu'au cœur de son programme, il y a cette aspiration à la pleine existence nationale. Alors on voit bien chez vous, il y a cette volonté d'une démarche réaliste qui veut conserver une part de la modernité sans adhérer à ses excès, hein, si je vous comprends bien. Est-ce que c'est la part de conservateur qui est en vous? Est-ce que c'est ça le conservatisme en fait? Oui, je crois que le conservatisme bien défini ne peut pas ce n'est pas une pensée anti-moderne. C'est une pensée sceptique au sein de la modernité. C'est une pensée de la modération de la modernité. C'est cette idée que la modernité ne saurait jamais suffire à nous définir nous-mêmes, qu'il y a un fondamentalisme possible de la modernité, qui est cette volonté de faire table rase, de décréter que tout ce qui est déjà là relève en fait de coutumes artificielles qu'on peut condamner, qu'on peut congédier pour que l'homme renaisse. Vous me pardonnez la formule, mais la tentation de la modernité, pour moi, c'est la tentation de l'homme nouveau. C'est-à-dire, mais au sens de l'utopisme progressiste, c'est-à-dire on va arracher l'homme à toutes ses déterminations, à toute sa culture, à sa mémoire, à sa langue, et on va le faire renaître dans une forme de virginité sociale, et on pourra en faire ce que l'on veut, il va être manipulable d'ailleurs selon tous nos désirs idéologiques. Donc ça, c'est le fondamentalisme de la modernité. L'utopie de la table rase, le congédiement de tout ce qui est déjà là, le refus des racines et de la mémoire. Là où la modernité est légitime et désirable, c'est cette idée d'autonomie quand même, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de prendre en main son destin sur le plan politique, plus largement cette idée d'être maître de soi-même, mais on doit toujours se rappeler que nous ne sommes maîtres de nous-mêmes que dans une communauté, que cette communauté est maître d'elle-même dans un moment de l'histoire, à l'intérieur d'une civilisation, et que surtout jamais l'homme ne saurait se fonder lui-même. Et ça, je crois qu'on est rendu paradoxalement ce moment dans l'histoire de la modernité où nous nous délivrons de ce principe d'équilibre qui disait oui, il y a l'émancipation, mais il y a l'enracinement. Oui, il y a la liberté, mais il y a aussi l'autorité. On est rendu à ce moment, on en parlait tantôt avec la théorie du genre, où l'homme veut s'auto-engendrer. C'est le fantasme de l'auto-engendrement. Pour moi, c'est l'expression radicale de ce fondamentalisme moderne qui doit être critiqué et qui, me semble-t-il, on peut le critiquer sans pour autant devenir anti-moderne, c'est-à-dire se replier non seulement dans les marges de l'espace public, mais se replier dans les marges de l'époque et devenir incompréhensible pour ses contemporains. Alors sur l'anti-modernité, on a évidemment quelques désaccords, mais le but de notre entretien, c'est pas de marquer ces désaccords, c'est de comprendre ce que vous êtes et quel est votre cheminement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une traduction politique du conservatisme alors en France évidemment, mais plus largement, on sait qu'en Grande-Bretagne, il y a un parti conservateur. Est-ce qu'il est réellement conservateur? De moins en moins. Voilà, c'est une question. On a l'impression qu'en France, historiquement, et là aussi vous allez peut-être me corriger, qu'en raison du magistère intellectuel qu'a occupé au début du XXe siècle, le Maurras et l'Action française, l'émergence réelle d'un parti conservateur n'a pas pu vraiment se faire.
est-ce qu'il peut vraiment y avoir en France une traduction politique du conservatisme? Oui, je crois. De manière non utopique. Oui, je crois que le gaullisme, dans sa meilleure part, a été une traduction partielle de cette possibilité conservatrice. C'est-à-dire, on accepte, bon, c'est l'époque dans laquelle on vit. Moi, je pense que là-dessus, je crois que c'est une nécessité pour les politiques. On voit dans quelle époque on vit. Ensuite, responsabilité aux poètes et aux philosophes d'accoucher d'une nouvelle époque. Mais la politique voit dans quelle époque nous vivons. Et De Gaulle, par le sens de l'État, la verticalité de l'État, le sens du sacré associé à l'État et aux politiques, le sens de la nation. Quand on regarde la nation chez De Gaulle, on n'est pas exactement devant une définition sous le signe du contractualisme aseptisé. On est devant une nation riche d'histoire qui embrasse toutes les facettes de l'histoire du pays, qui cherche à conjuguer justement à la fois la République et la monarchie, qui cherche à restaurer en fait la monarchie sous la forme de la République. Il y a quelque chose de singulier chez De Gaulle là-dessus. Mais au-delà même du général De Gaulle et de mon affection particulière pour lui, intellectuellement, que l'on pense à Tocqueville par exemple. Tocqueville incarne une forme de conservatisme à la française, mais une certaine pensée dominante a voulu le réduire à la figure du libéral. Oui, Tocqueville, c'est hier. De Gaulle aussi d'ailleurs. Oui, alors, dans le monde d'aujourd'hui, je constate qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, le nôtre, celui des années récentes, il y a eu la renaissance d'une pensée conservatrice française et qui, et je trouve que c'est intéressant, s'alimente à plusieurs sources. Par exemple, il y a ces penseurs conservateurs authentiques au sens de la définition consacrée du conservatisme, Philippe Benetton, Chantal Delsol, qui poursuivent un travail de critique de la modernité sous le signe du conservatisme. Il y a ce qu'on pourrait appeler une pensée plus droite historique, donc Jean Sévillat, Michel de Gégère, qui poursuivent un travail de critique de la modernité, qui eux font une critique fondamentale de la modernité en elle-même. Je pense à la Compagnie des Ombres de Michel de Gégère. Il y a aussi cette ancienne gauche qui est revenue de certaines illusions. Jean-Pierre Le Goff, Alain Finkielkraut, on pourrait en nommer d'autres, Pierre-André Taguieff, des gens qui se disent probablement encore de gauche d'ailleurs, soit dit en passant, mais qui découvrent comment la modernité se retourne contre elle-même, la démocratie contre elle-même, pour reprendre la formule de Gauchet. Et il y a aussi cette nouvelle génération de jeunes conservateurs, à la fois, je dirais, impénitents et frondeurs. Alexandre Devecchio, Eugénie Bastier, on pourrait en nommer d'autres. François-Xavier Bellamy, qui lui est davantage, cela dit, la posture du philosophe, et qui arrive dans l'univers qui est le nôtre, et ça me frappe beaucoup. Dans cette espèce de modernité, en fin de parcours qui donne quelquefois l'impression d'être la nôtre, et qui n'ont plus peur du politiquement correct. Ça, c'est fascinant. Ils n'ont ce que des gens, comme d'autres, des générations précédentes, ont pu avoir peur de la puissance intellectuelle de la gauche, qui dit vous avez le droit de penser ça, vous n'avez pas le droit de penser ça, si vous avez tel propos, vous dérivez trop loin à droite et vous devenez un infréquentable. Et bien, on a une jeune génération qui n'a pas peur du politiquement correct, qui ose le confronter directement, qui remet en question ses dogmes, qui remet en question ses interdits. Donc pourquoi je crois qu'il y a une vigueur du conservatisme français aujourd'hui? C'est parce que plusieurs sources, des gens qui n'ont pas les mêmes origines intellectuelles, qui n'ont pas nécessairement le même horizon politique, ils travaillent néanmoins autour des mêmes questions, le retour des permanences anthropologiques, le retour à la continuité historique, l'importance de l'identité pensée comme une substance historique, l'importance aussi de critiquer la tentation de la rééducation globale de nos comportements, de notre culture, au nom de cette espèce d'intégrisme progressiste. Donc différentes traditions de pensée, mais qui se rencontrent autour de préoccupations communes. De ce point de vue, il y a une originalité du conservatisme à la française aujourd'hui qui attend encore toutefois sa traduction politique. C'est ça, c'est ce que j'allais justement vous dire. Pour l'instant, il y a effectivement une effervescence, au sens positif du terme, intellectuel, et une jeunesse même qui s'incarne dans ce courant, mais qui n'arrive pas à trouver une traduction politique. Et quand je vous entends dire que la part de vous, justement, qui accepte la modernité, qui est anti-moderne, c'est aussi par souci de réalisme, on a l'impression qu'aujourd'hui, la réalité ne donne pas d'offre politique à ce courant. Mais je dirais que le temps des idées n'est pas le temps de la politique. C'est-à-dire le travail intellectuel pour que renaisse une tradition de pensée, pour que reconstruire une philosophie, pour reconstruire un imaginaire, c'est un rythme. Ensuite, le rythme politique, c'en est un autre. Et de ce point de vue, il faut être patient. Alors, c'est pas dans ma nature. La patience n'est pas ma plus grande qualité. Mais intellectuellement, je sais, en me mettant en distance de mes propres passions et de mes propres défauts, je sais que le rythme de la politique est autre et qu'on peut travailler pendant des années à faire renaître intellectuellement un courant et ensuite les circonstances permettent à ce courant
de ressurgir d'une manière ou de l'autre. Donc le travail de la pensée ne doit jamais être simplement associé aux possibilités électorales, aux possibilités d'une traduction électorale de cette pensée. On doit mener le travail de fond parce qu'il est valable en lui-même, parce qu'il est nécessaire en lui-même. Et ensuite, par effet indirect, de manière un peu inattendue quelquefois, eh bien, ce travail féconde l'imaginaire, féconde le contexte plus large, et une possibilité politique peut se dégager. De cela, ce qui fait que je suis, par rapport à ça, je ne dirais pas que je suis optimiste, c'est pas dans ma nature, mais je crois que c'est une possibilité inscrite dans la vie politique française d'aujourd'hui, qu'une résurgence de ce conservatisme, pour peu qu'il puisse se conjuguer avec les préoccupations de ce qu'un Guy Lui appelle la France périphérique, cette France déclassée, les populations indélocalisables, ceux qui ne sont finalement pas adaptés aux exigences de la mondialisation et qui pour cela ne sont pas sans vertu. Effectivement. C'est une très belle, une très belle conclusion pour cette émission. Mais avant de nous quitter tout à fait, j'aimerais encore vous passer à la question. C'est un vieux défaut catholique. En dehors des grands noms que vous avez d'ailleurs cités tout au long de cet entretien, vous avez parlé de De Gaulle, dont on sait quelle admiration vous lui vouez. Vous avez parlé de Raymond Aron, vous avez parlé d'Alain de Finkielkraut, on pourrait, je crois, rajouter Churchill, bien qu'il soit anglais, mais... Anglais d'Angleterre. Anglais d'Ottawa. Effectivement. Alors, est-ce que vous accepteriez de nous ouvrir une petite porte, une simple porte secondaire de votre jardin intime, en nous disant quel est, par exemple, votre écrivain, un écrivain, pas forcément le préféré, mais un écrivain québécois de chez vous, qui compte pour vous, qui parle à votre âme? Alors, il n'est plus de ce monde, mais ça demeure pour moi une lecture essentielle, c'est Gaston Miron. Gaston Miron, qui est le grand poète de la dépossession québécoise. L'œuvre de Miron est une œuvre de reconquête de sa propre langue. Quand on écoute Miron, quand on le lit, on voit un homme qui était hanté par la dépossession linguistique. Qu'est-ce que c'est un peuple qui est dépossédé de sa propre langue? De ce point de vue, André Bello avait cette formule, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Et de ce point de vue, il faut le reconquérir. Et je pense que Miron demeure ce poète essentiel. Je dirais aussi, mais c'est un chansonnier, mais c'est aussi un poète, c'est Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, qui est absolument essentiel, qui a puisé dans nos légendes les plus anciennes pour les faire rejaillir et les semer au cœur de l'identité de la culture québécoise contemporaine. Donc Vigneault demeure pour moi absolument essentiel. Et chez les très contemporains, je me permettrai de nommer un ami, mais qui est pour moi un écrivain essentiel, Carl Bergeron, qui dans son très beau livre « Voir le monde avec un chapeau » et son livre d'avant, Un cynique chez les lyriques, un livre consacré à Denis Arcand, une très belle réflexion sur la condition québécoise, ses limites et ses grandeurs. Est-ce que cette littérature québécoise ou ces essais québécois, on peut les trouver en France par exemple? Miron, c'est possible. Vigneault, c'est pas impossible. Oui, Vigneault, oui. Pour Bergeron, ça viendra, je ne doute pas, quand son œuvre traversera l'Atlantique un jour ou l'autre. Mais pour ce qui est de Miron, oui, c'est possible. D'ailleurs, Bernard Pivot aimait beaucoup Miron. Ça vaut la peine de le dire. Et vous aimiez beaucoup Bernard Pivot, je crois. Ah oui, sans aucun doute. Ça, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est tellement français. Une émission culturelle, comme ça, une émission littéraire, qui met en scène des intellectuels, qui discutent des choses les plus fondamentales, à la fois de manière sérieuse et désinvolte. Il y a quelque chose là-dedans qui est tellement éloigné de la mentalité québécoise et qui est par ailleurs d'un attrait incroyable. Mais alors, vous n'avez pas, je crois, encore d'émission de télévision chez vous, mais vous avez, vous, une émission radiophonique? Oui, c'est Les idées mènent le monde à Cube Radio. Et sur lequel vous invitez des intellectuels et vous parlez idées, culture... Oui, bien sûr, alors c'est une émission que j'aime faire. J'ai eu le bonheur de vous y recevoir, j'ai reçu des gens de chez nous, des gens de chez vous, et c'est cette idée, je crois, que c'est la responsabilité quand on peut, puis quand on a en plus le tempérament pour ça, dans une société comme la nôtre, pour faire vivre, où il n'y a pas d'espace intellectuel consacré, faire vivre la vie des idées, faire vivre la vie intellectuelle, faire en sorte que les idées fécondent la cité, chacun fait sa part à sa manière, et la bonne chose pour ça, c'est de se tourner vers les figures qu'on admire ou qu'on estime, leur tendre le micro et les inviter à nous éclairer sur les questions qui nous habitent, mais qui les habitent aussi. Alors justement, encore 3 noms, par exemple, d'un écrivain français que vous appréciez? Chez les grandes figures historiques, Chateaubriand, sans le moindre doute. C'est pas très original, mais c'est vrai. Non, on cherche pas l'originalité. Mais c'est vrai, il y a des pages qui me bouleversent, étrangement les dernières. Ce sentiment, j'aime chez Chateaubriand cette intelligence, cette beauté crépusculaire, ce sentiment d'être de la fin d'un monde, d'appartenir au monde qui se termine, de ne pas se sentir le bienvenu dans celui qui arrive et de demeurer fidèle jusqu'au bout à ses convictions les plus intimes. Les dernières pages des Mémoires d'Outre-Tombe sont lumineuses de ce point de vue.
Chez les contemporains, et ça va renverser le point de vue, c'est François Taillandier. François Taillandier, qui a écrit un cycle historique passionnant sur la naissance de la civilisation occidentale, et là il pose la question, il renverse la question en fait de Chateaubriand. Voilà un homme, le nom m'échappe au moment où je veux le dire, dans l'écriture du monde, il est contemporain de la fin de Rome, le monde auquel il appartient est mort, et il a l'intuition que pour le faire vivre, le faire revivre, c'est la stratégie de l'oasis, c'est la stratégie de l'arche. Il doit se replier, il doit conserver les principes fondamentaux auxquels il tient, les semer dans le monde nouveau, sachant qu'il ne goûtera pas les fruits de l'arbre qu'il a semé. Il sait que ce qu'il sème, il n'en verra pas le résultat. Mais pour moi, c'est probablement une des plus belles marques de la grandeur intellectuelle que s'engager dans une tâche, en sachant que le point d'aboutissement, on ne le verra pas. Ça nous échappera, mais on œuvre pour les générations qui viendront, on œuvre pour la suite du monde, pour reprendre le mot de poète de chez nous, Pierre Perrault. Pour la suite du monde, c'est une belle manière de s'inscrire dans le monde. Alors vous êtes sensible aux permanences. Oui. Qui parle de permanence parle quand même d'histoire. Est-ce qu'il y a un historien qui vous a frappé d'une manière ou d'une autre, marqué plus exactement? Au Québec, oui. Au Québec, je dirais à la fois Lionel Groulx et Maurice Séguin, qui sont deux figures importantes pour la compréhension de l'histoire du Québec. Maurice Séguin qui va réinterpréter notre histoire pour révéler le caractère véritablement traumatique de la conquête anglaise, qui est absolument essentiel. En France, un historien qui me marque beaucoup, bien que ce soit aussi un philosophe à sa manière, c'est François Furet. François Furet qui pratiquait l'histoire comme j'aurais aimé la pratiquer si j'avais été historien. C'est-à-dire une histoire conceptuelle pour dégager la charge philosophique des moments historiques qui nous intéressent. Une histoire qui est capable de retracer en fait la signification fondamentale des moments historiques que nous rencontrons. Donc oui, sans le moindre doute, François Furet. Chez nos contemporains, j'aimerais dire du bien d'un homme qui est à la fois journaliste et historien, mais Jean Sévillan, qui a pour moi fait un travail assez important alors que la dissidence intellectuelle était bien plus difficile qu'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un moment, il y a un élan de conservateur. À un moment où c'était beaucoup moins simple, il a incarné quand même une volonté de ne pas céder au diktat idéologique du progressisme, d'incarner une résistance intellectuelle contre justement le politiquement correct ou ce qu'il appelait l'historiquement correct. Sinon, je pourrais nommer bien d'autres historiens spécialisés dans tel ou tel domaine. Daniel Europe, ça c'est autre chose, mais quand je me suis lancé... loin, oui, mais j'ai peux rien. Oui, mais c'est le Michelet des catholiques. Oui, exactement, c'est une très belle définition. Oui. Quand je m'y suis lancé, un peu par hasard en fait, je me suis lancé en me disant, bon, je vais lire ça cet été, et puis j'étais absolument marqué pour la puissance romantique appliquée à l'histoire de l'Église. Mais bon, pour les historiens, n'étant pas historien, je me permets de tous les aimer sans en placer un absolument au sommet, mais ils sont nombreux. Je m'alimente à leurs travaux, bien évidemment. Merci beaucoup Mathieu Boycotté. Pour conclure, j'aimerais, si je vous définissais à mon tour, moi, après cet entretien que nous avons eu, que vous avez fait l'amitié de nous accorder, comme un homme bienveillant, vous réagissez comment devant ce terme? J'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Je crois pas qu'il faut se complimenter soi-même exagérément, mais cela dit, j'espère que c'est pas faux. C'était Parole de vérité, nous recevions Mathieu Boycotté.